Maître Toko, bonjour. Voilà, vous êtes l'avocat pour l'affaire de M. Yombi Opango qui a été bien entendu assassiné. Et voulez-vous nous dire comment ça s'est présenté cette affaire de Yombi Opango? Moi, je ne suis pas son avocat. Hein. Je ne suis pas son avocat là-dessus, donc je peux pas répondre dans le détail. Mais donc je dirais malheureusement, il y a de nombreuses affaires d'assassinat. Moi, j'interviens. Je fais partie de collectifs d'avocats qui soutiennent donc différentes actions internationales. Mais pour cette affaire-là, je ne suis pas concerné, donc je ne vous dévoilerai pas donc des éléments des procédures en cours. Mais effectivement, tous ces assassinats qui violent les règles fondamentales des libertés publiques sont condamnables. Donc pour l'instant, je n'en dirai pas plus. Ok, concernant cette affaire entre les deux pays, la RDC et le Congo-Brazzaville, les deux présidents veulent également aussi modifier, ils ont les velléités de modifier leur constitution. Quelle est la lumière portez-vous par rapport à cette attitude qui rentre dans le cadre d'une grande dictature? Là, heureusement, je dirais, que ce soit en ce qui concerne le Congo-Brazzaville ou la République démocratique du Congo, différents représentants de la communauté internationale sont intervenus pour dire qu'il est très dangereux de vouloir modifier une constitution pour avoir des chefs d'État qui se représentent quasiment à vie. Donc c'est valable à la fois pour la République du Congo-Brazzaville et c'est valable pour la République démocratique du Congo, sachant plus que ce sont deux pays dont les populations ont énormément souffert par des situations de guerre civile, et qui sont dans une situation où la stabilité n'est pas encore totale. Donc il est important que l'état de droit soit pleinement rétabli dans ces deux pays où malheureusement il existe encore d'importantes violations des libertés publiques, des libertés individuelles, des droits humains. Donc j'approuve notamment la déclaration qui a été faite récemment par M. John Kerry, le secrétaire d'État américain, qui a mis en garde en République démocratique du Congo M. Joseph Kabila quant au fait qu'il serait dangereux, qu'il veuille lui aussi vouloir violer la Constitution pour se représenter. Alors, que pensez-vous de la paupérisation de la population par rapport à tout ce qui se passe dans les deux capitales? Alors, effectivement, il est extrêmement choquant. Et vous avez raison de souligner cette population. Moi, quand je me déplace dans les deux capitales, je vois les enfants des rues, je vois la misère. Et c'est extrêmement choquant quand on sait que les deux pays, donc la République du Congo-Brazzaville, elle a des ressources pétrolières notamment importantes. La République démocratique du Congo a quelques ressources pétrolières, mais elle a surtout des ressources minières fabuleuses, qu'il s'agisse du coltan, de l'uranium, etc. Et face à toutes ces richesses, on s'aperçoit que la population n'en profite pas. Donc là, il y a une injustice flagrante, et c'est justement parce que cette injustice démontre qu'il n'y a pas de partage des richesses, et que les redevances que payent les multinationales vont uniquement à un nombre limité de personnes au plus haut niveau de l'État, et qu'elles ne sont pas redistribuées pour construire des hôpitaux, des écoles, etc., des routes, qu'effectivement, il est temps que soit mis fin à cette situation d'injustice. Et c'est pour ça qu'il faut une situation de transparence, de bonne gouvernance. En tant qu'avocat, je soutiens l'initiative « Payez ce que vous touchez », notamment l'initiative pour la transparence des industries extractives. Parce qu'il y a de trop nombreux pays en Afrique qui, de fait, ont de faux budgets. C'est-à-dire que, grosso modo, dans certains pays, vous avez plus de la moitié du budget qui est masqué. C'est-à-dire que c'est l'entourage de la famille présidentielle qui perçoit les redevances pétrolières et minières, et ça n'est pas redistribué au profit du budget de l'État. Donc s'il n'y a pas cette transparence, la population ne pourra pas bénéficier de ces revenus, de ce partage des richesses. Et pourtant, ce sont les travailleurs congolais des deux côtés du fleuve Congo qui contribuent à extraire le pétrole, qui contribuent à extraire les richesses minières, et ils n'en profitent pas. Donc cette situation d'injustice, il faudra bien à un moment donné y mettre fin. J'ai suivi avant-hier le président Sassou Nguesso disait Mordicus, qui est celui qui se mettrait devant lui pour créer des désordres, des manifestations contre une éventuelle modification de la Constitution se trouverait en face de lui. Que pensez-vous de ces discours? Intimidation ou pas? Alors là, effectivement, il est regrettable qu'un chef d'État en arrive là. Donc, la logique voudrait, pour ceux, quand bien même on voudrait engager une réforme de la Constitution. Une réforme de la Constitution, ça ne peut pas se faire simplement par manipulation d'une Assemblée nationale. Là,
La Constitution, c'est la loi souveraine d'un pays. Donc seule une Assemblée nationale constituante pourrait intervenir dans ce domaine. Et avant d'arriver dans ce domaine, la moindre des choses serait d'organiser un référendum populaire pour déjà savoir si la majorité de la population congolaise souhaite une réforme de la Constitution. Et si on doit ensuite convoquer une Assemblée nationale constituante spécifique. Mais tant qu'il n'y a pas de référendum à ce sujet, en aucun cas, on ne peut prétendre vouloir changer la Constitution. Mais qui dit référendum dit capacité à organiser des élections libres et transparentes. Donc à avoir un véritable recensement électoral, à accepter des observateurs internationaux indépendants, ce qui n'est toujours pas le cas. Donc le peuple congolais, des deux côtés du fleuve Congo, a suffisamment souffert, il a le droit à ce qu'on ne lui vole pas ses élections, à ne vole pas sa liberté de voter. Donc pour moi, vouloir parler de réforme constitutionnelle, c'est d'abord dire on accepte un référendum, on accepte la transparence, on accepte les observateurs internationaux. Malheureusement, ni pour M. Sassou Nguesso, ni pour M. Kabila, ce n'est pas la voie qui est prise. C'est bien regrettable. Je terminerai ma avant-dernière question sur vos confrères qui sont en RDC. Ils initient un procès contre M. le général Ndenge par rapport au crime commis pour l'affaire de Beach, non, de refouler, d'expulser. Oui, alors, ils veulent traduire M. Ndenge à la Cour pénale internationale. Est-ce que cette démarche va aboutir? Comment voyez-vous juridiquement cette affaire? Alors, je dirais, déjà moi, comme vous le savez, je ne suis pas un grand partisan de la Cour pénale internationale, puisque la Cour pénale dite internationale, puisqu'elle n'est pas vraiment internationale, la plupart des grands pays, y compris les États-Unis d'Amérique, le Brésil, l'Inde, etc., n'ont pas ratifié le statut de Rome, fondateur de la Cour pénale internationale. Donc pour moi, la Cour pénale dite internationale n'a pas de véritable légitimité. Donc moi, je suis favorable au développement de cours pénales continentales. Donc il faut une Cour pénale africaine, une Cour pénale européenne, une Cour pénale américaine, une Cour pénale asiatique, mais pas l'actuelle qui fonctionne de façon très critiquable, sans garantie, et qui, et je dois vous le dire parce que comme vous le savez, je suis un des avocats en France du Conseil représentatif des associations noires de France, le CRAN, et nous avions soumis à Addis Abeba. Non, avec Monsieur Louis-Georges Tin, qui est le président. Mais l'ancien fondateur de CRAN, c'était Patrick Lozès. Mais depuis 2 ans, le nouveau président, c'est Monsieur Louis-Georges Tin, qui, avec grand dynamisme, mène de nombreuses actions. Et notamment, nous avons organisé une délégation du CRAN l'année dernière pour le 50e anniversaire de l'Union africaine à Addis Abeba. Nous avons proposé une motion qui a été reprise, qui dénonce le fonctionnement discriminatoire et raciste de la Cour pénale dite internationale, qui d'ailleurs n'attaque que des chefs d'État africains. On n'a jamais vu la Cour pénale dite internationale attaquer M. George Bush pour ce qu'il a fait en Irak ou M. Nicolas Sarkozy pour ce qu'il a fait en Libye. Donc on est bien dans une situation où ça m'apparaît probable que de telles actions puissent prospérer devant la Cour pénale dite internationale, en sachant déjà que la Cour pénale dite internationale, elle est compétente en matière de crimes contre l'humanité et de crimes de guerre. Donc, elle intervient également dans le domaine des crimes génocidaires, dans des plans concertés d'organisation de massacres. Donc les preuves sont très difficiles à établir. Mais pour moi, il faudrait une procédure dans le cadre d'une cour pénale continentale africaine. Et là, effectivement, les violences qui ont été perpétrées contre les populations de la République démocratique du Congo à Brazzaville ces dernières semaines sont injustifiables. Et c'est normal de pouvoir engager des actions en justice. Par contre, je ne suis pas sûr qu'elles prospèrent devant la Cour pénale dite internationale. Je terminerai par ceci en disant que les deux capitales les plus proches du monde sont des connivences par rapport à tout ce qui se passe, la paupérisation de la population, la confiscation du pouvoir. Quelle est la lumière portez-vous par rapport à la politique Kabila? Est-ce que vous pensez qu'il partirait comme John Kerry est venu, il vient en France pour qu'il soit, si vous voulez, sermonné? Quelle est la lumière portez-vous par rapport à ces balais diplomatiques? Je terminerai avec ça, bien sûr. Je dirais là, on est dans une situation où tous ces chefs d'État qui
sont au pouvoir sans reposer sur une adhésion populaire, sans reposer sur des votes librement consentis, ont une crainte. Leur crainte, c'est de perdre l'impunité. C'est pour ça qu'ils tentent tous de négocier des immunités et qu'ils ne veulent pas partir du pouvoir sans avoir obtenu des immunités, parce qu'ils craignent la justice. Ils craignent qu'une fois qu'ils quittent le pouvoir, la justice nationale et internationale intervienne à leur encontre. Et malheureusement, et plus particulièrement en ce qui concerne M. Kabila, il y a de nombreuses victimes qui pourraient se retourner contre lui. Et ça, je pense que c'est pour lui une crainte énorme. Et effectivement, c'est pour ça que vous avez tout ce ballet diplomatique pour essayer de lui faire comprendre qu'il est de son intérêt de ne pas se représenter, mais lui, en contrepartie, va vouloir essayer de négocier une immunité. Merci infiniment, Maître Tricot. Merci à vous. Merci. À bientôt. Au revoir.